la performance se tenait ici. La performance, c'est un petit peu notre laboratoire de travail. I'm an artist from Beirut. Alors, rebonjour, merci évidemment d'être assidu à ce week-end performance qui est chargé dans cet après-midi du MAC. Mais c'est à nouveau, comme pour les autres intervenants et comme pour les performances qu'on a pu voir jusqu'à présent, c'est évidemment un plaisir de continuer avec Lionel Ruffel, qui est professeur de littérature comparée, littérature contemporaine à l'Université de Paris 8, un gros lot Paris 8 aujourd'hui, avec Claire Bayard, et membre aussi de l'Institut universitaire de France, et auteur de divers ouvrages sur la littérature contemporaine, et par exemple sur l'écrivain Antoine Volodine. Mais si j'ai voulu inviter aujourd'hui Lionel Ruffel, c'est pour l'interrogation continue qu'il mène autour justement de cette question qu'on a reprise pour faire l'intitulé de la conférence, qui est donc « Qu'est-ce que le contemporain ?», puisque c'était déjà le titre, outre d'un petit ouvrage de Agamben, mais on reviendra sur cette question, c'était aussi le titre d'un ouvrage collectif publié aux éditions Cécile Defaux en 2010, qui rassemblait des écrivains, des théoriciens, des poètes, autour de cette interrogation sur le contemporain. Alors, par ailleurs, Lionel Ruffel a très aimablement accepté d'arriver hier, et il a fait un tour de la Biennale, et on va donc d'abord parler du contemporain, de cette question-là, et puis par moment, évidemment, peut-être que soit Lionel fera peut-être écho à quelques œuvres éventuelles de la Biennale, et puis peut-être après on discutera un peu de comment toi tu vois les choses et comment ça interagit avec les réflexions que tu peux porter sur le contemporain. Donc il y aura peut-être un peu une séance un peu dure, et puis après peut-être une séance de visite mentale un peu plus souple. Voilà un peu comment on imagine les choses. Donc d'abord cette question du contemporain, qu'est-ce que le contemporain ? Et je dirais le fait de le tenir comme une question, de ne pas y apporter tout de suite toutes les réponses, mais d'abord, voilà, qu'est-ce qui fait finalement l'intensité et la répétition de cette question-là ? Merci Jean-Max. En fait, j'avais prévu un diaporama où en 3 slides, j'expliquais de manière définitive ce qu'était le contemporain, mais j'ai trop peur que ça ne marche pas. Alors du coup, j'ai gribouillé sur un papier des réponses qui seront beaucoup plus confuses à mon avis. Non, évidemment, il ne faut pas attendre de réponse univoque et définitive à cette question. Ce serait une provocation, une supercherie. Ce qui n'empêche que moi, je trouve cette question toujours pertinente. Et même, j'ai presque envie, pour commencer, d'interroger très brièvement cette question-là, parce que elle a une très courte histoire, très brève histoire, mais qui me semble assez significative. Elle a été posée la première fois en 2004, donc elle est apparue brusquement et elle s'est propagée dans plusieurs champs disciplinaires, institutionnels, géographiques. Tu as parlé tout à l'heure de Giorgio Agamben, elle a même été reprise par un philosophe d'envergure mondiale, une autorité, et donc dans un autre temps, ce petit livre de Giorgio Agamben aurait clos le débat. Et c'est pas le cas. Cette question n'a cessé d'être reprise depuis. Et c'est peut-être dans cette multiplicité de reprises de questions et de réponses qu'on peut se situer. Ce qui est intéressant dans cette question, c'est qu'elle marque vraiment une transformation du mot contemporain lui-même. Auparavant, le mot contemporain était plutôt un adjectif qu'on a collé à des objets ou à des réalités. La littérature contemporaine, l'art contemporain, la danse contemporaine. Donc c'est un mot un peu secondaire, comme un adjectif qui vient à côté. Donc depuis une dizaine d'années, il semble que le contemporain se soit substantivé. C'est devenu un substantif, donc qui probablement a une substance. Maintenant, ce qui compte, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette substantivation et ce qu'elle nous dit. Globalement, si on étudie l'ensemble des réponses qui sont faites à cette question, on peut dire qu'il y a plusieurs grands types de réponses. Il y a un type de réponse qui a été assez courant, mais que je disqualifierai très vite, qui est un type de réponse qu'on peut qualifier d'épocale, relatif à une époque. C'est-à-dire le contemporain serait une époque
et pourquoi pas notre époque. Mais d'une part, ce notre n'existe pas. En mon sens, et un comparatiste comme moi va toujours contre cette question du nôtre, parce qu'il y a des réalités tellement diverses qu'un nôtre englobant n'existe pas. Et par ailleurs, l'approche épocale, par période, a été disqualifiée dans tout le champ des sciences humaines et des sciences sociales. J'en prendrai un exemple pour que vous compreniez pourquoi il faut disqualifier, à mon avis, une approche épocale. C'est l'exemple traditionnel de la discipline historique, l'histoire, qui, la première comme discipline, a tenté de donner une forme de substance aux mots de contemporain, puisque traditionnellement, l'historiographie découpe l'histoire depuis l'Antiquité en 4 périodes: l'histoire ancienne, l'histoire médiévale, l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Or, ce découpage chronologique fait question et marque plusieurs types de problèmes, notamment pour la question du contemporain, puisque selon les traditions, selon les pays, l'histoire contemporaine ne commence pas au même moment. Pour les Français, évidemment, elle commence en 1789. Pour les Russes, elle commence en 1917, etc. Pour les Américains, en 1776, etc., etc. Ce qui montre bien que l'approche épocale a tendance à uniquement réfléchir par rapport à soi et à se situer au centre d'une réponse. On voit très bien comment les premiers théoriciens de la littérature ou de l'art contemporain ont théorisé le contemporain, finalement, en relation à leur propre personne. La littérature contemporaine commence en 1980, disent certains théoriciens qui sont nés en 1960 et ont 20 ans en 1980, etc., etc. Donc je pense que l'approche épocale aujourd'hui est plutôt à problématiser. On peut avoir une approche qu'on peut qualifier de modale. Le contemporain, c'est un rapport à l'histoire, un rapport au temps historique, c'est-à-dire c'est un rapport à son présent. Donc là, on parle plutôt de contemporanéité que de contemporain. Dans ce cas-là, c'est un peu le phénomène inverse qui se passe, c'est-à-dire que cette approche, elle est trop générale, c'est-à-dire qu'il y a eu des contemporains à toutes les époques, Ronsard a été contemporain, Pétrarque a été contemporain, et de fait, à être si générale, l'approche modale, même si elle m'intéresse, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, pose un certain nombre de problèmes. Il y a 2 approches qui me semblent plus intéressantes, c'est l'approche notionnelle. Le contemporain, c'est une notion. C'est une notion, et comme toutes les notions, elle a fait l'objet d'une fabrique, elle a eu sa propre histoire, et cette fabrique et cette histoire, on peut la retracer. Et dans ce cas-là, le contemporain, c'est un événement de discours. C'est un ensemble de discours qui constituent cette notion. Et la 4e approche qui est reliée à celle-là, c'est une approche plutôt institutionnelle, qui est la plus facile. L'approche institutionnelle, elle touche particulièrement l'institution muséale, on pourra en parler tout à l'heure, puisque nous sommes dans un musée d'art contemporain, où là, la chose est plus visible, pas forcément plus claire, mais plus visible. Nous sommes dans un musée d'art contemporain qui a marqué contemporain dans le marbre, enfin, c'est sûrement pas du marbre, mais dans la pierre du lieu qu'il occupe. Alors, voilà les 2 champs que, pour ma part, je souhaite la plupart du temps interroger. Néanmoins, comme nous nous intéressons ici à l'art, à la culture, on peut dire que le contemporain, c'est aussi une catégorie esthétique. Ça, c'est peut-être la base commune sur laquelle on peut s'entendre. Alors, comment on réfléchit à partir de cela ? Si le contemporain est une catégorie esthétique, c'est une catégorie qui entretient des relations avec d'autres catégories, et notamment avec les catégories de modernes, d'anciens, etc., etc. Alors, peut-être je dis un mot pour finir sur cette catégorie esthétique avant qu'on reprenne une conversation, mais il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui a fait un beau travail sur les catégories esthétiques, c'est le théoricien de la réception Hans Robert Jauss, qu'il a fait à propos de la notion de moderne. Il a eu une approche diachronique sur le temps long du moderne. Et il dit ceci: les productions culturelles et artistiques, globalement, connaissent 2 mouvements. Il y a un mouvement qui est un mouvement de perpétuation, qui fait que le système des arts se perpétue, et un mouvement qui est un mouvement de transformation au sein de ce système de perpétuation. Depuis l'Antiquité, il y a 2 mots, à peu près, qui donnent ce mouvement. C'est le mot ancien et le mot moderne, puisque le mot moderne est un très ancien mot, si j'ose dire, alors que le mot contemporain est un mot très récent. Ces 2 mots
ont connu plusieurs actualisations. Antique pour ancien, classique pour ancien, moderne pour moderne, modernité pour moderne, romantique, par exemple. Il travaille beaucoup sur la notion de romantique comme une des actualisations du moderne général. Dans ce cadre-là, je pense simplement que, en tant que catégorie esthétique, le contemporain est une des actualisations du moderne. Mais ça ne résout rien quand je dis ça, puisque la question qui se pose, c'est pourquoi, à un moment, une catégorie esthétique s'impose. Et ce que nous dit cette imposition-là. Je pense qu'on peut faire deux hypothèses. Soit il y a une raison, soit il n'y a pas de raison. Et je pense que les deux hypothèses sont valables. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une raison par laquelle des catégories esthétiques naissent et s'imposent, et à la fois il y a tout un système de hasard, un peu de propagation virale qui fait que cela marche. Parmi les raisons qu'on peut évoquer, ou en tout cas pour trouver des raisons à l'imposition d'une catégorie esthétique, il faut souvent regarder ailleurs. Par exemple, ma tactique à moi, c'était de me dire, trace le parcours du mot contemporain, essaie de comprendre où il naît, où il se développe, et regarde là où il naît et là où il se développe, ce qu'il se passe. Donc, ça, on peut assez bien le faire, puisque c'est un événement de discours. Donc, on peut, dans les discours, trouver où se déploie un mot. Et donc, on peut le dater. Donc, si on veut le dater, le début du contemporain comme catégorie esthétique dans les discours, c'est l'après-Deuxième Guerre mondiale. De manière très chaotique, de manière très lente. Et donc, si on essaie de voir ce qui se passe à ce moment-là, on peut trouver des raisons à cette naissance, mais c'est des hypothèses. Bon, parmi ces raisons, peut-être on pourra en reparler, mais globalement, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a des profondes transformations démographiques en Europe et aux États-Unis qui peuvent justifier cette volonté de se nommer autrement, puisqu'il s'agit de cela, cette volonté de se nommer autrement. Donc peut-être je m'arrête là pour ces prolégomènes, mais... Je vois sur quoi ça enchaîne, notamment je pense à la question des moments, oui. Mais ça, bon, on va peut-être y revenir. Est-ce qu'on peut reprendre juste un peu dans cette catégorie, juste quelques éléments, parce qu'en même temps, il y a cette idée de sortir du côté un peu épocal, etc. Et en même temps, c'est quand même difficile d'échapper à la temporalité du contemporain. Alors, j'ai envie de dire, comment on fait, quoi. C'est-à-dire, c'est une difficulté même, quand c'est un mot à la fois, enfin c'est une catégorie à la fois récente, donc il y a à la fois une volonté comme ça évidemment d'historiciser une notion, d'historiciser un mot. Je crois même qu'il y avait une revue sur Alice Roumen du début du XXe siècle qui s'appelait Contemporain. Donc il y a effectivement un mot qui a sa circulation, mais comment c'était pas si facile que ça à faire de disqualifier, je dirais, le côté épocal, parce qu'on a construit aussi le contemporain comme à un moment donné, comme un moment, quoi. Oui, alors effectivement, tu as raison, on ne peut pas le disqualifier totalement, simplement il faut être moins précis que ce qu'on le fait d'habitude. Moins borné, exactement. C'est pour ça que la notion de moment est intéressante, c'est-à-dire qu'un moment, ça a une assise un peu floue, un peu plus large que la notion de période, par exemple. Par ailleurs, je ne le disqualifie pas totalement, puisque je périodise des usages. Je périodise des usages lexicaux, conceptuels, et je viens de dire que, globalement, l'apparition du contemporain comme catégorie esthétique remonte à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Après, on peut voir un certain type d'événements qui ont participé à cela. Et si ces événements-là n'avaient pas eu lieu, peut-être que cette catégorie ne se serait pas imposée. Donc c'est pour ça que c'est aussi le fruit du hasard. Je vais en prendre un, simplement pour faire comprendre ce que je viens de dire. Puisque nous sommes dans un musée d'art contemporain. Prenons le cas institutionnel. On peut tracer assez précisément l'apparition du mot contemporain dans l'institution muséale. Et
On a un premier exemple, mais très minoritaire, donc, sur lequel je ne reviendrai pas, mais il y a un événement assez fort qui est en 1948, lorsque l'ICA, l'Institute of Contemporary Art de Boston, se crée pour se dégager de sa maison mère, qui est le Musée d'art moderne de New York, le MoMA. Et avant cela, l'Institut d'art contemporain était simplement une antenne du Musée d'art moderne. Et on a à ce moment-là des directeurs qui veulent faire sécession, et qui veulent faire sécession pour des raisons qui sont quand même des raisons esthético-culturelles, puisqu'ils veulent mettre en avant beaucoup plus l'art américain que ne le faisait le Musée d'art moderne, et beaucoup plus un art proche du peuple, moins élitiste. Je reprends les termes qui sont dans le manifeste, hein, je les mets aussi à distance. Et donc ils veulent et aussi un musée qui soit plus tourné vers les arts du design, etc., etc. Finalement, un certain type de nombre de revendications qu'on retrouvera aussi dans la théorie postmoderne. Donc, cette première manifestation du mot contemporain, elle n'est pas du tout anodine, parce que les deux directeurs se sont un peu insultés par presse interposée, dans Life Magazine notamment, et donc il y a eu tout un débat à ce moment-là, qui était un débat relativement intéressant sur le rapport de l'art avec ces nouveaux publics qui étaient en train de se créer. Donc l'inscription de l'art dans l'espace public. Et plus simplement pour une question qui serait celle de l'éducation des masses, mais plutôt une approche plus consumériste de l'art, qui va quand même marquer toute cette époque-là, où les musées vont devenir des lieux de consommation culturelle aussi. Donc on voit très bien comment ces différents paramètres démographiques, paramètres économiques, paramètres institutionnels et esthétiques, entrent en relation. Je ne sais pas si... Ça répond à une question, c'est-à-dire que le fait que... C'est un peu la question que parfois on posait à l'art contemporain, c'est-à-dire que quand il y a eu la crise de l'art contemporain, qui était une crise portée par des cercles, certains intellectuels qui mettaient en question la validité ou la légitimité de cette production, crise qui est elle-même le fruit d'une crise économique préalable qui semblait du coup avoir mis un coup de frein sur les prix des années 80. Donc il y avait aussi des raisons économiques à cette remise en cause d'une validité d'une production artistique. Mais du coup, il y avait cette idée que le contemporain, certains disaient finalement, c'est un genre de l'art. C'est-à-dire que le moderne, ça aurait été des formes établies. Par exemple, et c'est même Hector Obal qui disait ça, finalement, quand on reconnaît l'art, quand c'est de la peinture, de la sculpture, c'est moderne, et quand c'est n'importe quoi, c'est de l'art contemporain. Et ça disait quelque chose, ça disait que, des œuvres sont plus contemporaines que d'autres, que du coup, est-ce qu'on va à ce moment-là vers une question de catégorie, mais finalement c'est ça, c'est-à-dire on ne peut pas se contenter d'une question esthétique. Il faut aussi justement intégrer les dimensions politiques, la question de l'irruption de nouveaux publics, un moment quand je dis politique, c'est aussi la question on va dire des modernités plurielles, c'est-à-dire d'un monde ouvert, etc. Et c'est cette idée-là que finalement l'art contemporain, qui s'est lui-même on est stipulé comme ça contemporain, et qui n'est pas dans la même contemporanéité que la littérature ou que la danse, ne peut pas non plus se tenir à une simple catégorie esthétique. De toute façon, on ne peut jamais s'en tenir simplement aux catégories esthétiques. Les catégories esthétiques sont trop dépendantes de systèmes de production et de diffusion qui très souvent les transcendent. Donc on ne peut pas esthétiquement définir l'art contemporain, la littérature contemporaine. En revanche, on peut tout à fait définir des systèmes de production, de diffusion et de démonstration qui, pour le coup, diffèrent. Pour ce qui concerne... une question qu'on doit aussi poser à ce moment-là, c'est comment se fait-il que des mondes aussi divers se reconnaissent mutuellement dans une catégorie et dans un mot qui, par ailleurs, dit quelque chose. Parce que le mot contemporain, lexicalement, dit quelque chose. Contemporain, donc, c'est avec le temps.
hein, avec le temps. Alors je pense qu'il y a eu, sur cette question-là, deux approches qui sont complémentaires et deux types d'interprétations qui ont été proposées. Une interprétation qui a été proposée qui pourrait justifier le succès du mot contemporain comme marqueur de reconnaissance. On la trouve par exemple chez l'historien François Hartog, qui a finalement proposé une histoire du présent dans un livre qui s'appelle Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps. Il nous dit que finalement, les appréhensions du passé, du futur et du présent diffèrent avec des horizons d'attente qui portent plus ou moins sur le futur, le passé ou le présent. Il propose une large histoire de ce présent en disant qu'il y a eu des périodes plutôt qu'on pourrait qualifier de passéistes, en ce sens que les sujets qui en faisaient l'expérience plaçaient leur horizon d'attente plutôt sur une coïncidence avec le passé. Donc ça, c'est très présent dans le temps religieux, par exemple. C'est très présent aussi dans le temps médiéval, c'est très présent dans le temps antique, avec le principe de l'âge d'or ou du paradis perdu. Donc l'horizon est le passé. On a eu des séquences où l'horizon d'attente était plutôt le futur. Et donc là, c'est ce qu'on reconnaît dans la période qu'on appelle la modernité, ou même le modernisme. L'horizon d'attente, c'est ce qui est à construire, le nouveau. Et selon François Hartog, nous vivrions, pour tout un tas de raisons, un temps présentiste, où le présent dévorerait tout. L'horizon d'attente du présent, des sujets qui font l'expérience du temps, serait le présent, y compris dans le rapport au passé et dans le rapport au futur. Il prend l'exemple, par exemple, de la transformation de l'histoire en mémoire. C'est-à-dire on a un rapport au passé qui est moins historique que mémoriel. Pour le futur, il prend l'exemple du principe de responsabilité. C'est-à-dire ce que nous faisons aujourd'hui engage le futur. Donc il y a une attention portée au présent. Cette théorie est tout à fait séduisante pour justifier cette sensation de contemporanéité, de marcher avec notre présent. Il y a une autre manière de penser ce mot contemporain qui ne serait pas d'être avec le temps, mais plutôt dans un principe de cotemporalité. Et je trouve que, par exemple, l'exposition que j'ai vue hier, mais même la performance que j'ai vue ce matin de Helga, et de manière générale les productions artistiques contemporaines, me renvoient plutôt à cette valorisation-là. La cotemporalité, ce n'est pas la contemporanéité, dans le sens où il s'agit de considérer le temps comme un palimpseste, fait de passé, de présent et de futur, qui dialoguent en permanence. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle notre rapport au temps serait celui d'une superposition des différents temps historiques. Dans ce cadre-là, je trouve que les productions artistiques contemporaines exemplifient parfaitement cette notion-là. C'est-à-dire qu'effectivement, les narrations, les procédures narratives qu'on peut trouver dans le roman aujourd'hui, qu'on peut trouver dans l'exposition que j'ai visitée hier, voire dans la performance de ce matin, travaillent avec ces différentes cotemporalités. Et des cotemporalités qui sont coprésentes. C'est-à-dire qu'il y a une coprésence des deux temporalités diverses. Et dans la Biennale, tu penses à quoi, par exemple Alors, je dois te dire que je pensais particulièrement à tous ces travaux, comme la performance de Helga de ce matin, qui, très précisément, posent conjointement, en superposition et en adhérence, un temps qui va être le temps de la simultanéité, comme par exemple le temps de Skype ou que sais-je, des temps qui vont être ceux de la mémoire, des temps qui vont être ceux de l'action, et tous ces temps-là, au lieu d'être différenciés, ils sont complètement indifférenciés,
au sein d'une forme de matrice temporelle cotemporelle. Voilà. Mais je pense par exemple à l'œuvre de Sebald, par exemple, dans le champ littéraire, qui me semble tout à fait pratiquer ce type d'approche temporelle. Donc il y aurait... Alors je ne dis pas... je veux être clair par rapport à ça, et je ne sais pas si c'est clair d'ailleurs. Mais je ne dis pas c'est parce que... c'est parce qu'on observe un grand nombre d'œuvres ou de pratiques qui explorent ces cotemporalités que le mot contemporain est devenu un emblème, c'est peut-être l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que c'est peut-être parce que ce mot contemporain est devenu une sorte de mantra que ces pratiques de la contemporanéité, en tout cas, il y a une résonance entre les deux. Voilà. Un autre point sur lequel moi j'aimerais que peut-être tu développes pour le public, parce que je l'ai trouvé très éclairant et je trouve tu l'as un peu abordé, mais peut-être qu'on pourrait le redire très précisément, c'est que dans l'introduction à cet ouvrage collectif qui s'appelle « Qu'est-ce que le contemporain ?», tu dis voilà, finalement, c'est un peu la conjonction comme ça de 3 moments. Et tu dis c'est le moment américain, c'est le moment postmoderne, et c'est le moment postcolonial. Est-ce que tu pourrais juste, un tout petit peu rapidement, mais je pense que c'est assez éclairant, redire finalement ce que sont ces 3 moments pour toi, et qu'est-ce qui fait la conjonction de ces trois moments ? Alors, l'idée qui est préalable à cela, c'est de dire le contemporain est un marqueur d'appartenance temporelle. C'est-à-dire que, comme le mot moderne l'était. Mais pourquoi abandonne-t-on un mot pour en choisir un autre ? C'est plutôt ça la question qui se pose. Pourquoi le mot moderne semble tout d'un coup manquer de pertinence, ou la modernité manquer de pertinence, dans les revendications qu'en font les artistes, les écrivains, les théoriciens ? Et pourquoi, de plus en plus, on entend ces mêmes personnes se revendiquer comme appartenant au champ de la littérature contemporaine, de la pensée contemporaine ou de la littérature contemporaine ? Bon, je pense qu'il y a eu un phénomène d'ampleur dans ce moment que nous avons évoqué tout à l'heure de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui est une série de ce que j'avais appelé des décentrements. Voilà. Une série de décentrements. La modernité a été très largement centrée sur l'Europe occidentale, pour diverses raisons. Qu'on peut évoquer, mais pour diverses raisons, il y a eu une sorte de transfert de modernité de l'Europe aux États-Unis après la Deuxième Guerre mondiale, y compris des raisons très conjoncturelles, le départ des marchands d'art pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, mais qui a ouvert un nouveau champ. Il y a un critique que tu connais sûrement, Serge Guibault, qui a dit comment New York a volé l'idée de modernité. Bon, c'est un livre assez contestable, je pense, mais enfin, son titre, en tout cas, est pertinent. Donc, il y a un transfert de l'idée de modernité du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Par ailleurs, il y a eu ces transformations culturelles, sociales et sociétales plus précoces aux États-Unis qu'en Europe sur le boom démographique, qui ont entraîné un renouvellement de génération sans précédent, pratiquement. Enfin, si, il y a probablement eu des précédents. Quand on dit sans précédent, c'est toujours une erreur, à mon avis, mais quand même spectaculaire. Et qu'est-ce que produit ce renouvellement de génération ? Il produit le fait que les autorités vont changer. C'est-à-dire que tout d'un coup, une génération massive, nombreuse, va occuper les postes de décision, va passer de l'autre côté du pupitre, dans le cas de l'éducation notamment, l'éducation secondaire et universitaire, et du côté artistique aussi, et cherche une manière de se marquer. Et pour se marquer, rien de mieux qu'un nouveau nom. Alors, il se trouve que ce nouveau nom, pendant un moment, ça a été plutôt postmoderne. Alors, postmoderne a pratiquement, cette catégorie-là, a pratiquement l'histoire inverse de contemporain, puisque au fond, c'est à peu près la même période. Le mot postmoderne connaît un succès fulgurant
mais aussi une histoire fulgurante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne nous appartient plus de nous poser la question de savoir qu'est-ce que le postmoderne, mais qu'est-ce qu'a donc été ce postmoderne dont on nous parle parfois et dont on ne comprend plus du tout ce qu'il a été. C'est une catégorie qui appartient au passé. Donc, mais pour être très, très schématique, hein, je crois que la meilleure manière de définir aujourd'hui le postmoderne, c'est de le voir comme un moment de transition d'une catégorie esthétique à une autre. Et ces catégories esthétiques sont le moderne et le contemporain. Par ailleurs, un des décentrements très très forts, beaucoup plus fort finalement que le postmoderne, c'est le décentrement qu'on peut qualifier de postcolonial. Or, le décentrement postcolonial a eu dans ses très définitoires, pratiquement, de déconstruire l'histoire de la modernité et en grande partie de la condamner. Pour le faire vite, hein, très souvent la pensée postcoloniale rappelle à l'histoire européenne moderne que tout en étant une histoire d'émancipation, de progrès et de route, de marche vers la rationalité, a été exactement dans le même temps une histoire coloniale, d'esclavagisation et d'irrationalité politique. Jamais l'ensemble de la pensée postcoloniale et de la théorie postcoloniale n'a voulu reprendre la catégorie de la modernité. Et donc, de ce fait, il y a en basse continue, je ne vais pas dire une condamnation de la modernité, ce n'est pas du tout le cas, mais un abandon progressif de ce mot comme marqueur de co-appartenance. Donc je crois que c'était ça les trois moments. Donc, du coup, bon, voilà, il y a la massification avec ce que tu appelais comme ça le moment américain, il y a le postmoderne et puis le postcolonial. Alors, je me disais, du coup, c'est aussi une répartition un peu géographique. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi faire une topographie alors à ce moment-là du contemporain. Absolument. Pas simplement le penser de manière justement de manière historique ou le borner en termes de temporalité, mais peut-être aussi le voir au regard effectivement d'une géographie étendue, contestée, d'un occidentalisme, un occidentalisme occidental. Voilà. Et donc du coup, il y a aussi une topographie, une reconfiguration topographique qui se fait avec le contemporain. Oui, et par ailleurs, dans la petite enquête que je mène sur même la question qu'est-ce que le contemporain, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette question se pose dans des lieux qui n'étaient pas les lieux de la centralité culturelle précédente. Donc la première fois que la question est posée, et je trouve ça tout à fait frappant, évidemment on donne le sens qu'on veut aux objets qu'on trouve, hein, mais la première fois que la question qu'est-ce que le contemporain est posée, elle est posée par un fanzine d'un centre d'art à Rosario, en Argentine, c'est-à-dire dans la périphérie de Buenos Aires. Donc je trouve ça très symbolique. Qui répond à la création d'un musée d'art. Et qui répond à la création du musée d'art contemporain de Rosario. Donc tout d'un coup, il y a ce jeu entre un contemporain chaotique, dans le brouhaha, qui est celui du fanzine, du centre d'art, où toutes les pratiques sociales et culturelles se mélangent, qui tout d'un coup dit, attention, on va être annexé par un musée d'art qui va institutionnaliser cette catégorie que nous avions fait nôtre. Donc il y a ce jeu quand même entre les deux, entre institutionnalisation et ligne de fuite dans la conceptualisation. Est-ce qu'on peut revenir peut-être presque un peu, pas au début, mais peut-être en deçà du début, c'est autour du fait que quand on est là dans la biennale, etc., il y a une dimension très prospective donnée à la biennale, et il y a évidemment beaucoup d'artistes jeunes, etc., et de discuter finalement la dimension un peu générationnelle. Parce que là aussi, on pourrait se dire que c'est une grille de lecture, tu l'as évoqué en disant que finalement chaque génération se donnait comme le marqueur en quelque sorte du contemporain, et que le contemporain se déplaçait de 10 ans en 10 ans selon les générations qui apparaissaient. Mais qu'est-ce qui, toi, te semble faire en sorte que justement le contemporain puisse échapper là aussi, enfin qu'il y a une illusion générationnelle, hein, et qui est parfois aussi produite par le milieu de l'art ou le culturel lui-même, et comment justement échapper en quelque sorte au paradigme générationnel. Pourquoi ne pas rester dans un paradigme générationnel? Pourquoi sortir justement de ce qui a été peut-être à un moment donné une lecture générationnelle?
fait. Non, mais je vois en même temps. C'est-à-dire que j'ai. Il est tellement inscrit dans mes gènes d'échapper au paradigme générationnel que je ne sais même plus l'expliquer, je crois. Non, je dirais que, si. Je crois que pour moi, le paradigme générationnel est l'exacerbation de l'approche épocale ou de la périodisation. C'est-à-dire que ce qu'on peut critiquer dans l'approche épocale ou de la périodisation, c'est de tout rassembler autour d'un événement unique ou d'un événement unique. Alors, en littérature, on a beaucoup vu ça. Je vais prendre l'exemple de la littérature que je connais le mieux. Mais l'histoire littéraire s'est construite par une succession de reconstitutions a posteriori d'événements. 1857, Les Fleurs du Mal, Madame Bovary, événement majeur. Mais ça, c'est l'histoire littéraire qui le reconstitue ainsi. Au moment où cela se vit, c'est pas du tout vécu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on reproduit une grille de lecture historique qui, moi, me déplaît, qui est celle du grand auteur avec un T et un attaché, ou de la grande œuvre, comme il y a une lecture historique du grand événement. Et tout le débat historiographique, n'a pas échappé complètement au paradigme événementiel, mais l'a lié à une étude des plus longues durées, des phénomènes plus diffus et massifs. Je trouve que dans le paradigme générationnel, le problème, c'est où commence une génération, où finit une génération. C'est inscrit dans le principe de la génération, de dire qu'il y a une borne. Or, ces bornes, elles changent selon les pays, selon les différentes histoires, et elles ne font jamais consensus, et tant mieux, d'ailleurs. Et donc, moi, je trouve qu'à la Biennale, ici, même s'il y a un accent très fort mis sur une jeune génération d'artistes, elle est quand même liée à un ensemble d'artistes qui les ont précédés, et il ne s'agit pas de faire sens sur je ne sais quelle génération Y ou que sais-je. Donc voilà, le paradigme générationnel me semble... c'est de l'histoire ancienne, en fait. C'est l'ancienne manière de faire l'histoire. C'est comme quand tu cites aussi bien des artistes qu'on voit ici, comme Ed Atkins, qui sont dans ce travail de co-temporalité, et en même temps que tu cites Sebald, oui, qui, lui, est mort précocement, mais enfin, voilà, est sorti, si on en restait à une lecture contemporaine, et une dimension temporelle, est sorti de notre temporalité, quoi. Oui. Et donc, évidemment, c'est là qu'on a un feuilletage aussi des temps, et effectivement, essayer de penser, du coup, le contemporain, essayer de sortir de cette dimension pour atteindre. Pour atteindre. Si je peux me permettre aussi, il faut aussi, dans le paradigme générationnel, aussi toujours se méfier des évidences. Et parmi ces évidences, c'est que très souvent, ceux qui construisent le paradigme générationnel n'appartiennent pas du tout à cette génération. Je vais prendre l'exemple d'une biennale, n'importe laquelle, ça peut être celle-ci ou une autre. Imaginons que le directeur artistique a voulu mettre en avant une génération, ce qui n'est pas le cas, je crois, ici, même s'il a voulu mettre en avant de jeunes artistes, lui-même n'appartient pas forcément à cette génération. Donc c'est le regard d'une autre génération sur la génération. Je prendrai l'exemple classique dans la littérature française de Jérôme Lindon, qu'a connu Pierre. C'est lui qui a lancé des générations d'écrivains sans forcément appartenir à cette génération. Donc c'est parfois le diffuseur, le producteur qui construit une lecture générationnelle. Oui, tu vois. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une pause pour Lionel, mais surtout qu'on réponde aux questions du public. Je remercie évidemment Lionel de cette introduction à la question du contemporain. Je le remercie vraiment infiniment. Et puis, j'imagine qu'il y a des questions. J'en vois là-haut. On va commencer par les premiers bras levés. Et voilà. Oui, merci pour cette présentation tout à fait éclairante. Moi, j'ai une question par rapport à la typologie historique que vous avez commencé à adresser du contemporain, notamment cette idée que, à très gros traits, il y a eu la modernité, le post-moderne, et puis on serait dans ce moment contemporain qu'on essaie de définir. Et par rapport à ça, la question que je me pose, c'est est-ce que le contemporain ne serait pas l'autre nom d'un autre concept qui est la mondialisation ?
et que finalement, si on essaye de catégoriser pas simplement la dimension épocale, comme vous disiez, mais aussi essayer de l'analyser politiquement, quelle est sa charge politique, et si on considère que le postmoderne, finalement, si j'ai bien compris ce que c'était, mais j'en suis pas sûre, a voulu être un moment de rupture avec un récit universel, englobant, etc. Donc le postmoderne a voulu éclater ce récit. Et là, on serait à un moment contemporain qui essaie de développer de nouveau un autre rapport au récit. Et comme l'un des récits très très forts depuis 10-15 ans, c'est celui de la mondialisation. Et que cette mondialisation a fait elle-même, cette notion a fait elle-même l'objet de multiples critiques à plein de niveaux, économiques, financières, politiques, culturels, enfin, etc. Du coup, c'est un peu une double question, c'est-à-dire est-ce qu'on peut associer, sans dire qu'ils sont synonymes, est-ce qu'on peut associer, ou en tout cas quel rapport voyez-vous entre contemporain et mondialisation, et est-ce que ça n'appelle pas, s'il y a un rapport, une nécessaire déconstruction et critique de cette notion de contemporain? Alors, d'abord pour revenir au début de votre question. Je dis vous, je dis vous, au début de votre question. Je veux juste être un tout petit peu plus précis parce que je ne veux pas être mal compris. Je ne veux pas dire qu'il y a une succession de moments. C'est la trame que je reprends à mon compte, c'est plutôt celle de Yaos, qui est une suite d'actualisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est parfois une suite d'actualisation du même. Et comme c'est une différente actualisation, elle change ce même à chaque fois. D'accord ? Donc c'est pas vraiment... Je voudrais pas... C'est pas aussi clair qu'il y a une succession entre modernité, postmodernité et contemporain. En tout cas, c'est pas, si j'ai fait comprendre ça, c'est pas exactement ce que je pense. Hein. Alors, simplement, ce qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que une des raisons qui ont fait, abandonner la catégorie de postmoderne, c'est précisément la question de la mondialisation ou la question postcoloniale, parce que ces deux questions sont quand même très très proches. Hein. Justement, une des faiblesses, je pense, de la théorie postmoderne, c'est de penser à un au-delà du moderne qui resterait sur le même territoire euro-américain. Et ça, on peut le tracer là aussi dans une forme d'archéologie du savoir très précise, c'est-à-dire qu'on a les théories postmodernes et les théories postcoloniales qui se bâtissent ensemble, y compris dans les mêmes lieux. Je pourrais raconter comment ça s'est formé, notamment au département de l'Université de Santa Cruz en Californie. Au même moment, on a Spivak, Jamison, Haraway et d'autres. Et comment ils pensent ensemble et ils disqualifient Haraway, Spivak, etc., la théorie postmoderne pour son américanisme. Et même, par exemple, Jamison dit... quelque chose comme, qui est un grand théoricien de la postmodernité, le postmoderne, c'est une capture par les États-Unis de la culture européenne. Donc il le dit très clairement en ces termes-là. Donc de fait, je pense que parmi les raisons sociétales, culturelles, géographiques, économiques qui justifient le passage à une terminologie, il y a cette question de la globalisation et du décentrement, de l'abandon d'un monde uniquement représenté en centre et périphérie pour une pluricentralité des lieux de parole. Donc oui, je pense qu'il y a un lien très très fort entre ces deux catégories. Alors, en revanche, je n'ai pas bien compris la dernière partie de ta question quand tu dis est-ce que ça ne doit pas appeler une déconstruction du mot contemporain ? Ah d'accord. Ouais. Oui, alors là, il faudrait être vraiment très précis et c'est là, finalement, on n'en a pas parlé. Il y a plusieurs contemporains, plusieurs contemporanéités qui dialoguent, mais qui ne s'équivalent pas. Par exemple, la contemporanéité, le rapport de la contemporanéité à la globalisation dans le monde de l'art n'est pas du tout le même que le rapport de la contemporanéité et de la globalisation dans le monde de la littérature, par exemple. C'est pas du tout le même. Hein. C'est-à-dire que, de fait, la dimension linguistique, par exemple, du champ littéraire, le reconduit un certain nombre de processus de centralité, de périphérie, de passage par des semi-centres, etc., qui sont très liés à l'histoire de la modernité, alors que le monde de l'art s'est complètement dégagé pratiquement de ces questions-là, en constituant une sphère à part,
qui est une sphère économique pratiquement globalisée. Donc, à mon avis, là aussi, il ne pourrait pas y avoir de réponse univoque. Il faudrait dire au cas par cas, comment penser cette question-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bonjour, moi je voudrais savoir, on est actuellement dans l'ère de l'art contemporain qui englobe différents styles artistiques. Est-ce qu'aussi on serait moins attentif à d'autres mouvements, d'autres courants artistiques? Le fait d'être dans l'art contemporain, où avant on pouvait distinguer différents styles, je sais pas, de façon chronologique, l'impressionnisme, l'expressionnisme, etc. Est-ce qu'on serait du coup moins attentif à d'autres courants émergents et d'autres mouvements? Parce qu'on a l'impression qu'il est perpétuel, ce mouvement. Alors, la question que vous posez concerne une problématique qui est délicate, qui est la question des visibilités et des invisibilités. La question des visibilités au présent et des visibilités a posteriori. Par exemple, quand vous dites l'impressionnisme, l'expressionnisme, etc., c'est vous, comme sujet du XXIe siècle, qui le pensez comme quelque chose de si clair, de si apparent, alors que le mélange des styles, le mélange des genres, il est aussi, peut-être pas aussi radical, parce qu'il y a moins d'acteurs dans ce champ-là, mais il est tout aussi frappant qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez dire qu'il y a un plus grand éclectisme aujourd'hui et qu'on s'en sort pas, etc., je crains de ne pas être tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que l'éclectisme est une constante des productions culturelles. Dans les productions culturelles, il y a des systèmes de visibilité pour le présent, qui sont généralement les systèmes de visibilité de la production et de la diffusion, ce qui fait que l'impressionnisme est vu à un tel moment par un geste d'opposition, puis par un geste de reconstruction par les avant-gardes futures. Mais de la même manière, on pourra dire, on a dit il y a quelques années, l'esthétique relationnelle est si visible, prend le pas sur d'autres formes de... Mais vous voyez, je pense que quand on vit dans le chaos. C'est-à-dire que quand on est au présent des productions, on est dans le chaos des productions. Après, il y a des personnes dont le métier est de donner un ordre à cela. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en dévalorisant la question de l'ordre. Ces métiers-là sont autant les directeurs artistiques de biennale que les professeurs d'art contemporain. Ils mettent de l'ordre dans ce chaos-là. Mais la production, elle est toujours chaotique. Il ne faut pas croire que la modernité était très claire, que tout le monde avait une idée de ce qu'était être moderne ou classique, etc. Non, c'était la même confusion et le même brouhaha. À mon sens. Merci. D'autres questions? Bonjour. En fait, ça m'aurait intéressé que vous reveniez tout à l'heure sur ce que monsieur avait dit, quand il avait évoqué le fait que selon les domaines, vous l'avez dit aussi, la modernité n'était pas la même, par exemple en danse, en art, en littérature. Est-ce que vous pourriez développer ça ? Oui, mais alors j'ai pas trouvé de solution à ça. C'est quelque chose que je fais dans mon travail de recherche au jour le jour, je dois dire, c'est-à-dire de me dire extrais-toi de ton propre domaine de spécialité pour proposer des investigations sur des domaines que tu connais mal. Par exemple, j'ai écrit un texte dernièrement sur la danse contemporaine parce qu'il m'intéressait de savoir ce que voulait dire contemporaine dans danse contemporaine, comme ça m'avait intéressé de le savoir pour d'autres champs. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... La seule chose que je puisse vous dire, c'est que effectivement, il y a une multiplicité là aussi j'ai envie de dire d'actualisation du mot contemporain dans ces divers champs qui parfois dialoguent, parfois ne dialoguent pas. Je vais prendre un exemple comme ça sera plus clair. Il y a un champ, à ma connaissance, où le qualificatif de contemporain a vraiment signifié quelque chose d'esthétique, très précis, historique, dans l'histoire culturelle, etc. C'est la musique. Voilà. Or, curieusement, c'est pas une impression, mes premières études tendent à montrer que cette qualification du contemporain dans musique contemporaine ne s'est pas propagée aux autres champs. Vous voyez ? Donc, la seule réponse à ça serait de mener une enquête plurielle, multidisciplinaire, et d'essayer d'être le plus juste en fonction de ces champs-là, et d'analyser est-ce que ça dialogue, est-ce que ça se propage, est-ce que ça... Par exemple, je pense que contemporain dans art contemporain
pour des raisons sûrement historiques, hein, c'est que la musique contemporaine s'est développée trop tôt, en un sens. Donc les sèmes multiples de contemporains, les significations multiples de contemporain dans l'art contemporain se sont plus propagées dans les autres champs que les sèmes peut-être moins multiples, plus clairs de contemporains dans la musique contemporaine. Voilà. Et ça vaudrait pour toutes les disciplines, hein, je vais vous dire, en histoire, en philosophie, en dans les disciplines des sciences humaines, ça ne veut jamais dire exactement la même chose. Ah, alors là, il va me poser une question. Il me l'a dit tout à l'heure, je vais te piéger. Et tout. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, je veux juste faire appel à toi en tant que prophète et poser la question de savoir si le contemporain peut durer. Inévitablement, il va mourir. Ah, bon, ça c'est une... Mais alors, parce que il y a un sous-entendu à cette question, c'est que moi je vois apparaître dans l'univers des technologies une forme de réflexion que je trouve intéressante, dont je ne sais pas si elle est, d'après ta définition du contemporain, qui est une sorte de feuilletage de rapport au présent, au passé et au futur, si elle est l'accomplissement total de cette idée du contemporain, ou si elle en est, au contraire, l'écartèlement. C'est cette espèce de réflexe qu'ont les avant-gardes des penseurs des technologies, d'étirer le présent et le passé, et de faire ce qu'on appelle alors du rétrofuturisme, du paléofuturisme, c'est-à-dire inquiet par la question du futur, aller voir comment le passé a prévu le futur. Voilà. C'est ce qui est, donc c'est pas simplement un jeu, c'est aussi une manière de questionner ce que ça pourrait être. Donc est-ce que ça, c'est le maximum du feuilletage, ou alors est-ce que c'est au contraire la fin du contemporain, mais une sorte d'étirement, enfin... Alors, bon, je me suis amusé en répondant à ta question, qui va inévitablement mourir. Comme catégorie esthétique, il va inévitablement mourir. Par contre, la contemporanéité comme catégorie temporelle, évidemment, elle est liée à l'histoire humaine. Mais sur ce que tu dis, je viens justement de mener un peu une enquête sur ces questions-là dans la théorie des médias. Il y a deux choses qui me sont apparues très rapidement, mais qui sont apparues à d'autres. Hein, c'est pas du tout. C'est que d'une part, plus on est dans le cadre de production culturelle dont le degré d'obsolescence est rapide, plus il y a une enquête archéologique. Tous les grands théoriciens, Manovitch et les autres, ont tous fait une théorie du présent, en introduction, théorie du présent, où ils essaient de produire une forme d'archéologie de leurs médias pour contrecarrer l'effet de nouveautés surgissantes, etc. Mais par ailleurs, il me semble qu'ils sont presque tous benjaminiens, qui était pratiquement le premier théoricien des médias. C'est-à-dire que on retrouve l'approche du temps benjaminienne selon ce feuilletage, puisque c'est essentiellement chez Benjamin qu'on trouve ce temps palimpseste. On le trouve de manière spectaculaire dans la théorie des... on ne va pas les appeler les nouveaux médias, mais dans la théorie des médias aujourd'hui. Donc je ne réponds pas à ta question, mais je trouve que c'est assez intéressant aujourd'hui de voir comment on a une archéologie de l'instant dans son rapport au passé, dans le feuilletage du temps, précisément chez les théoriciens des médias. Voilà, on remercie Lionel Ruffel, merci beaucoup, et puis on